Merci beaucoup. Donc, je commence et je vais pas être très long parce qu'effectivement, le témoignage de Frédéric sera évidemment plus intéressant parce que très orienté pratique et mise en œuvre. Mais quelques mots d'introduction sur ce que nous avons mis en place récemment avec l'équipe du COS concernant les collaborateurs proprement dit. Donc, si je peux... Attendez. Voilà. L'objectif, c'est d'éviter ça. On voit ça tout le temps, tous les jours, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on se trouve, des erreurs manifestes, des déficits d'expérience client liés à des problèmes d'exécution de la part des collaborateurs. J'aime bien l'exemple que vous voyez sur l'histoire du sèche-serviette avec 0% de réduction. En réalité, si vous voyez bien, il y a 90 centimes de réduction. Pourquoi cet exemple est intéressant? Parce qu'en réalité, vous avez bien un responsable de la promotion interne, du pricing, qui a mis en œuvre, qui a pris différentes décisions sur la réduction de différents produits sur une opération commerciale donnée. Donc, il a envoyé son fichier Excel avec l'ensemble des réductions à la com. La com a bien identifié, a mis en œuvre des kakémonos, des visuels, qui a été envoyés à la repro. La repro a évidemment fait l'ensemble de ces repographies, les a envoyés dans des cartons à la logistique, qui a livré ça dans les magasins, puis on a des vendeurs qui les ont sortis des cartons, qui les ont mis en rayon. Et personne n'a rien vu. Et face à ce genre d'expérience dans toutes les entreprises, hein, c'est valable partout, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et comment faisons-nous pour plutôt aller sur des expériences clients qui sont un peu différentes, comme celle-ci où je prenais un café il y a quelques semaines dans un bar parisien. Je rentre dans ce bar-là pour commander un café parce qu'en réalité, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, je commande mon café, je vais aux toilettes, et quand je reviens, je vois la soucoupe sur la tasse de café. Et évidemment, face à ma surprise, je demande au serveur pourquoi il a fait ça, et il m'explique que c'est pour garder le café au chaud pendant que j'étais absent. Ce supplément d'âme-là n'est pas lié à un process. Et donc, passer de l'image précédente à celle-ci, la différence, c'est ce que les collaborateurs ont dans la tête. Quel que soit le process, les formations, les insistances des managers auprès des collaborateurs pour avoir ce bon sens client, eh ben, ça a des limites. La formation a des limites. Les limites, c'est ce que les collaborateurs ont dans le sens, si je peux le dire comme ça, la façon dont ils sont animés, j'ai envie de dire naturellement. Est-ce qu'ils ont le bon sens client? Donc, face à ça, évidemment, la recherche a évidemment travaillé dessus et avec mes associés Daniel et Olivier, on travaille évidemment depuis des années dessus. C'est à savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les attitudes des collaborateurs qui sont des puissants dénominateurs de ce que vont être les comportements. Si je pense bien, je vais bien agir. Et souvent, les entreprises exercent avec les managers des injonctions sur les comportements. Je te demande de faire, mais elles ne peuvent pas dire je te demande de penser. Pourtant, c'est bien parce qu'on pense qu'on fait. Et donc, face à mon impossibilité de manager de dire pense, je dis fais sans me préoccuper de ce qu'ils pensent. Tout notre projet va donc être de dire mais comment allons-nous amener les collaborateurs à avoir cet état d'esprit sans évidemment avoir la possibilité de leur donner de la voix. Et donc, ceux qui connaissent le COS depuis 2014, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le COS Company, c'est-à-dire la façon dont l'organisation, le management arrive à générer un état d'esprit en interne qui fait qu'effectivement, les collaborateurs vivant dans un environnement, un bain culturel donné, va être plus amené à prendre des décisions orientées clients parce que l'ensemble de ce qu'il a sous les yeux depuis des années qu'il est là ou des semaines qu'il est là dans l'entreprise lui montre que l'intérêt des clients, la recherche de la satisfaction client est prioritaire dans l'entreprise, et donc il l'intègre, et il peut être amené, parce que c'est son état d'esprit, à agir conformément à ça. Ça, c'est nos travaux depuis plusieurs années. Et puis là, on a évidemment encore plus évolué vers la partie strictement individuelle, c'est-à-dire que moi, collaborateur, évidemment, je vis dans une entreprise plus ou moins orientée client, mais j'ai aussi mes propres attitudes, issues de mon éducation, de mon histoire, de mes valeurs propres, quelle que soit l'entreprise dans laquelle je suis. Et là, le manager, il a plus de difficultés à faire évoluer cette dimension-là qui est fondamentale. Deux personnes qui n'ont pas la même culture individuelle dans une même entreprise peuvent évidemment avoir des comportements qui sont différents parce que pas la même attitude au final. Donc, on va passer juste quelques instants sur cette culture individuelle. C'est ça notre enjeu d'aujourd'hui. Alors,
il faut savoir que, et peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant de cette idée-là, c'est-à-dire que la science nous a déjà appris énormément d'informations sur comment se constitue la culture client individuelle. Et on ne peut pas travailler cette dimension sans avoir en tête que nous avons deux. Alors, Kahneman parlait de deux systèmes de pensée. La recherche actuelle parle plutôt des pensées de type 1 et des pensées de type 2. On ne rentre pas dans le débat des scientifiques, mais gardons à l'esprit qu'on est tous mus concernant nos attitudes qui sont strictement individuelles, soit par une partie de notre cerveau qui va réfléchir. Face à une situation donnée, je peux très bien raisonner et de façon intellectuelle prendre une décision ou agir conformément à une action qui va être réfléchie et pensée, ou on peut très bien devoir décider ou agir de façon spontanée et mécanique, automatique, disent les chercheurs. Et ils vont même jusqu'à dire, si vous avez l'occasion de lire le bouquin de Kahneman, c'est extrêmement bien expliqué, que la plupart de nos comportements sont liés plutôt au système 1, c'est-à-dire automatique, spontané, qui est lié à nos a priori, bien entendu. On peut très bien avoir des automatismes qui nous dépassent en réalité. Prenez par exemple une personne qui veut faire un régime. Donc, imaginons que vous êtes gourmand et que vous décidez de faire un régime. Donc, décider de faire un régime, c'est lié à une action réfléchie, raisonnée, rationnelle. Le système 2, je ne dois pas manger trop de calories, sinon je vais grossir. Et pourtant, je suis gourmand, ça c'est mes automatismes. Et donc, face à une situation donnée, il est midi, j'ai faim, je passe devant un hamburger, mon système 1 m'attire spontanément vers le hamburger, c'est et mon système 2 qui vient au secours dit hop, 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 tu ne peux pas manger ce hamburger. Donc, une même personne peut être tiraillée par ces deux systèmes qui ne sont pas cohérents. Système 1, système 2. Et selon son état d'esprit, selon sa charge cognitive mentale actuelle, cette personne-là va craquer ou pas. Par exemple, si elle a des problèmes personnels, son patron lui met la pression, elle a des tensions prises par des délais, je ne sais pas quoi d'autre, sa charge cognitive étant forte, il y a moins de chances pour que le système 2, qui est consommateur d'énergie intellectuellement, vienne à la rescousse, et du coup, elle craque pour le hamburger. On est tous d'accord que quand on est un peu plus nerveux, sous tension, sous pression, eh ben, on a plus tendance à bouffer que quand on a du temps et qu'on est reposé et qu'on a le temps d'y réfléchir. Eh ben, c'est pareil pour l'orientation client. Si vous êtes sur un plateau téléphonique, par exemple, et qu'il y a de la tension, il y a de la pression, les collaborateurs qui ont le client dans le système 1 géreront beaucoup plus ces relations clients que ceux qui ne l'ont que dans le système 2. On arrive donc à un sujet crucial dans notre sujet de management, c'est comment je vais m'assurer que mes collaborateurs ont le client, le sens du client dans le système 2, je l'ai compris, j'en suis convaincu et j'ai envie d'eux, mais aussi dans le système 1. C'est en moi, j'ai ce sens du client. Et donc là, on a évidemment, quand je dis on, ce sont les chercheurs de la structure Cost System, qui sont Daniel, que vous connaissez évidemment très bien, je sais qu'il m'écoute. Daniel, si je dis une connerie, d'ailleurs, tu peux ouvrir ton micro. Et Olivier, qui est le spécialiste, un chercheur qui publie dans les plus grandes revues internationales sur justement les mesures asymétriques qui permettent de mesurer le système 1 notamment. Et donc, on a travaillé sur la culture client d'entreprise, ça fait plusieurs années, mais surtout maintenant sur la culture client individuelle. Comment est-ce que je peux mesurer chez tout un chacun la façon dont il a le client dans le système 2 et dans le système 1? Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a la chance de pouvoir proposer aujourd'hui la capacité d'identifier, quand on veut faire un recrutement, des collaborateurs, des candidats qui ont le client dans le système 1. Et donc, on a ce qu'on appelle le cost recrutement, qui est un outil très simple, qui permet de savoir si Pierre, Paul, Jacques, Martine et Aurélie sont orientés clients, avant même qu'elles ne le disent, d'ailleurs, parce que, évidemment, ce qui est dans le système 1 n'est pas contrôlable. Vous ne pouvez pas verbaliser ce que vous avez dans votre système 1. Vous pouvez l'exprimer par un comportement lié à un automatisme, mais vous ne pouvez pas le verbaliser. Vous pouvez verbaliser ce que vous avez dans votre système 2. Donc, des questions simples à des collaborateurs en disant « Est-ce que c'est pour toi important le client ?» Évidemment, il va le dire, mais ça, c'est son système 2 qui a. Donc, le test permet de recruter des personnes qui sont tes clients, mais une fois qu'on a fait ça, on peut très bien évaluer nos équipes et ensuite les accompagner. Quand on dit les accompagner, c'est que la recherche a avancé sur comment puis-je faire évoluer le système 1 des individus. Alors, les chercheurs ont travaillé sur plein de dimensions qui ne sont pas liées à l'orientation client,
et Olivier en parlerait évidemment beaucoup mieux que moi, mais non, on est allé chercher l'ensemble de ce qu'ont pu mettre en avant les chercheurs sur les mécaniques, les mécanismes, les outils qui permettent de faire évoluer le système 1. On les a rapatriés dans le domaine de l'orientation client pour mettre en place ce qu'on appelle le cost in mind, comme son nom l'indique, c'est comment vais-je faire pour mettre dans l'esprit de mes collaborateurs ce sens du client. Et donc, c'est un outil de coaching, accompagnement qui dure plusieurs semaines, parce qu'évidemment, ce n'est pas de les prendre des collaborateurs dans une salle pendant 2 heures en leur expliquant la vie que leur système 1 va changer, c'est bien une sorte de routine qu'il faut mettre en place. Et c'est Frédéric qui va en parler évidemment mieux que moi, parce que c'est exactement ce qu'il a testé. Et pour finir, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter ce petit résultat qui date de la semaine dernière dans une société de services financiers qui n'est pas évidemment Malakoff, mais qui est une autre entreprise avec laquelle on a travaillé, où on a isolé des commerciaux sur 300 commerciaux, donc vous imaginez, c'est une grande entreprise. On a pris les 40 premiers et les 40 derniers, pas tant en termes de chiffres, en termes de j'ai réalisé mes objectifs. Les 40 premiers les plus proches de leurs objectifs, voire ceux qui nous ont dépassés, et les 40 derniers sur les 300. Et vous voyez la différence de score entre système 1 et système 2. En gros, c'est CQFD. On reste convaincu, la science l'a démontré et nos outils le démontrent, que les collaborateurs les plus orientés clients sont les plus performants. Voilà, j'ai fini pour l'introduction. Je laisse la place à Frédéric qui va expliquer la façon dont il a utilisé ça en interne chez Malakoff. À toi. Merci Guillaume. Je reprends. Pof, je vais vous partager mon écran. Donc, bonjour à toutes et à tous, Frédéric Belletti. Et je vais vous présenter comment on a mis ça en place, comment on a travaillé là-dessus chez Malakoff Humanis. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, c'est parti. Alors, Malakoff Humanis, qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends très rapidement ce que Guillaume disait. Je suis arrivé le 1er octobre 2021 et avec une casquette RH. Et mon sujet était comment travailler sur les compétences comportementales. J'ai regardé le référentiel de compétences comportementales et la première compétence que j'ai vu inscrite, c'était anglais. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème. Quelque chose qu'on a retenu sur l'expérience client, de manière générale, c'est que 80% de l'enchantement client ou de la satisfaction client provient du relationnel. Donc, j'ai essayé de travailler sur les compétences relationnelles. On a construit un référence de compétences relationnelles, notamment pour nos conseillers relations clients en plateau téléphonique. Là, je me suis souvenu de toutes ces expériences passées où, effectivement, on envoie les collègues en formation et 2 ans après, on les renvoie en formation et 2 ans après, on les renvoie encore en formation. Ensuite, j'ai mis ça en parallèle avec tout, on va dire, le trage mémoriel et le changement des comportements et des attitudes liées à la formation avec toutes ses limites. Et je me suis souvenu de cette phrase d'Einstein qui dit « Continuer à faire la même chose en pensant avoir un résultat différent est la définition de la folie ». Donc, on s'est dit « Tiens, pour bouger les comportements et les attitudes, comme disait Guillaume, mettre les collègues dans une salle pendant 2 jours, c'est peut-être pas la meilleure des idées. » Et déjà, il suffit de voir ce qui se passe dans les écoles. Bref, on ne va pas aborder ce sujet-là. Et l'autre sujet qui est montré en termes de sciences cognitives sur l'apprentissage, c'est que si on ne comprend pas pourquoi on apprend quelque chose, on ne va pas l'ancrer. D'ailleurs, si on n'a pas envie d'apprendre quelque chose, on ne l'ancre pas non plus. Mais pour ça, il faut comprendre quelle est l'utilité. Donc, on a cherché à travailler sur le pourquoi. Donc, on a essayé de travailler sur la culture. Et pour travailler sur la culture, on a cherché ce qui se passait justement, qui pouvait proposer quelque chose de plutôt innovant sur la manière de bouger les attitudes et les comportements sur du long terme, tout en prenant en compte l'activité quotidienne. Vous le savez tout autant que moi, voire mieux que moi, notamment sur les plateaux téléphoniques, sortir des collègues de l'activité téléphonique, ça a un coût. Donc, si demain, je vais voir mes responsables de plateau, voir mon directeur relations clients et que je lui dis, par exemple, je sors les collègues 2 jours par semaine ou une semaine entière, techniquement, il voudra me tuer. Et il aura raison. Donc, il fallait qu'on trouve un équilibre entre un apprentissage continu qui permet de changer concrètement les attitudes et les comportements, sans pour autant non plus trop impacter la prod, en fait, tout simplement. Une autre chose qu'on sait aujourd'hui sur l'impact des formations sur l'apprentissage, c'est que ce sont les formations
qui sont étalés dans le temps, qui sont plus efficaces que du one-shot. De toute façon, le one-shot ne fonctionne pas, hein, sauf si vous avez une espèce d'illumination divine à ce moment-là, ce qui est plutôt rare en vérité. Et l'autre sujet, c'est la place du questionnement et de l'auto-questionnement et du questionnement. Parce que quand vous vous questionnez, ça impacte beaucoup plus ensuite vos comportements et votre manière de voir le monde que si vous ne questionnez pas. Et enfin, le dernier élément qui est important, c'est l'émotion. Et c'est un sujet d'ailleurs expérientiel. Hein. Quand vous avez quelque chose de lié à une émotion et l'auto-questionnement facilite l'activation des émotions, vous mémorisez mieux. Donc, on a cherché ça et on a rencontré donc l'équipe que Guillaume a présentée avec Daniel. Et on s'est dit, on se lance sur le Cost in Mind avec un parcours de 6 semaines. Voilà, en synthèse, que on doit faire vite aujourd'hui, hein, on pourrait en parler pendant des heures, le programme qu'on a mis en place. On a mis en place, en nous basant sur le COS, la première chose, c'est, on s'est dit 6 semaines. 6 semaines devraient permettre, c'est l'hypothèse qu'on avait posée en nous basant sur la recherche et les travaux qui nous ont été présentés, à bouger les attitudes et les comportements, donc à bouger le système 1 et le système 2. On s'est dit, tant qu'à faire, on fait particulièrement sur le système 1 et d'autre part avec Grenoble École de Management pour apporter du savoir, donc de la réflexion, donc du système 2. On s'est dit un parcours de 6 semaines. On a d'abord utilisé le Cost Individual qui permet de mesurer votre orientation client spontanée et votre orientation client réfléchie, type 1, type 2, système 1, système 2. Les gens rentrent dans un parcours de... Donc, ils ont leurs résultats. Ils rentrent dans un parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collègues qui rentrent dans ce parcours ont une forme de coaching, ce ne serait pas le bon terme, mais d'accompagnement. Ça veut dire que tout le long du parcours, il y a quelqu'un comme moi, par exemple, je prends des groupes de 10 managers et je prends 1 heure avec eux chaque semaine pour parler des résultats qu'ils ont eus sur ce COS individuel et sur comment se passe le parcours. Ils ont, via ce parcours, un exercice quotidien. Tous les jours, on leur pose une question ou 2 questions, on leur présente des capsules, on leur demande ce qu'ils ont pensé de cette capsule. Enfin, on les fait réfléchir sur la place du client dans leur quotidien, que ce soit dans leur quotidien professionnel, que dans leur quotidien personnel, que même en tant que client. Donc, chaque jour, on les interroge là-dessus, on interroge tous les jours. Certains d'entre vous pourraient dire que c'est une forme de conditionnement. Mais en tout cas, ils y réfléchissent tous les jours pendant 6 semaines. À la fin des 6 semaines, parce que j'aime bien vérifier que ce qu'on met en place a un effet, on refait passer le cost individuel, c'est-à-dire qu'on remesure une nouvelle fois le degré d'orientation spontanée et le degré d'orientation réfléchie, ce qui nous permet de vérifier si les 6 semaines ont eu un impact sur la place du client dans l'esprit et le cœur de nos collègues. On a intégré ça, on a rajouté, là c'est le petit saupoudrage RH qui est important. On a décidé de rendre ce parcours certifiant en passant via Grenoble École de Management pour en plus, rajouter de la motivation et de la reconnaissance auprès des collègues qui ont suivi ce parcours de 6 semaines. Parce que vous imaginez bien qu'un parcours de 6 semaines pour un conseiller relations clients, c'est nouveau. D'ailleurs, un parcours de 6 semaines pour un manager de plateau ou un responsable de service, c'est nouveau aussi. On a créé 3 parcours. On a créé un parcours pour les conseillers relations clients, un parcours pour leur management de proximité, donc les responsables d'équipe et les responsables de service, et un parcours pour toutes personnes qui seraient chefs de projet ou directeurs de projet sur des projets qui pourraient avoir un impact sur les clients, qui, entre nous, représentent à peu près toute personne qui fait un projet dans une boîte, parce que vous connaissez la chaîne de valeur, tout le monde participe à l'expérience client et à la culture. Donc, on a mis ça en place, on a eu nos premières promotions, on a fait la deuxième mesure et on a eu des résultats. Alors déjà, on a eu des résultats en termes de mesures qui sont très intéressants, avec une vraie évolution sur le système 1 et même le système 2 des personnes qui ont fait le parcours. Et en parallèle, on a eu plein d'initiatives qui se sont lancées. C'est-à-dire que très vite, avec ces exercices et ces questionnements quotidiens, plus l'apport de savoir qui était apporté par Grenoble École de Management, les collègues ont spontanément voulu lancer des initiatives au sein de leur service. Des conseillers relations clients ont pris des initiatives, des managers de proximité, des chefs de projet. Je vous ai mis ici quelques exemples, pour que vous ayez quelques exemples concrets avec le temps qui nous est compté. Je vous ai mis un peu mes préférés, mais il y en a eu plein. Il y en a vraiment eu plein. Il y en a qui ont mis en place des rituels empathie. Qu'est-ce que c'est ? Ils regardent des courriers qu'on a envoyés aux clients et ils mettent les lunettes du client. Les bonnes vieilles lunettes dont Daniel parle souvent du moi client je, ils les mettent. Ils disent tiens, si moi j'avais reçu ce courrier, qu'est-ce que j'aurais ressenti ?
Ensuite, on leur dit, mais d'après vous, qu'est-ce que le client a ressenti? Donc, en fait, on active la place des émotions dans la relation client. On les questionne parce qu'on n'a jamais posé la question aux gens, qu'est-ce que d'après toi, le client a ressenti? Et toi, si tu recevais ce courrier, comment tu ressentirais? Et là, ils peuvent dire, ah, je n'aurais pas aimé, je serais blessé, je trouve ça irrespectueux, ou ah, j'aime bien, je trouve que ça me parle, il y a de l'empathie. Donc, on les fait activer pour leur dire, regardez, tout ce que vous mettez en place peut impacter l'émotionnel du client. Et si vous impactez l'émotionnel du client, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous impactez sa mémoire, ses émotions, et puis ses comportements futurs envers vous aussi, envers la marque. Donc, il y en a qui ont mis en place ces rituels sur, tiens, ces courriers, ces réclamtions, qu'est-ce que le client a pu ressentir, qu'est-ce que j'aurais ressenti, comment j'aurais voulu qu'on me parle différemment pour que je vive bien. Et ils redesignent les courriers, et ils rebossent les réponses de lettres de réclamation, et ils retravaillent la manière dont ils communiquent avec les clients. On a eu un sujet, par exemple, sur la présentation des condoléances en cas de décès. On s'aperçoit que pour les collègues, ce n'est pas si facile que ça de présenter ses condoléances, que ça ramène à plein de choses dans sa vie personnelle. Donc, comment on fait pour travailler là-dessus? On a eu les partages globaux des indicateurs clients, ce qui n'était pas une habitude chez nous avant. Donc, maintenant, ça se diffuse. La communication interne a saisi le sujet, puis a diffusé aussi tout le temps, tout le monde a en continu les indicateurs clients qui sont transférés à l'ensemble des collègues de la boîte. Dans les rituels d'équipe, il y en a qui maintenant créent le moment en disant, tiens, toi, vas-y, partage auprès de l'équipe le meilleur moment que tu as vécu avec un client ces 12 derniers mois. Et il raconte le meilleur moment qu'il a vécu avec un client ces 12 derniers mois. Et qu'est-ce que tu as fait pour que les clients le vivent bien? Et il raconte un peu ses tips. La même chose sur les choses qui se passent mal. Il dit, racontez-nous un moment qui s'est mal passé avec le client. Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre la situation? C'est un peu comme du co-développement pour ceux qui connaissent, mais c'est du co-développement sur des pratiques clients. En fait, ce qu'on cherche, c'est à repérer, qui sont en capacité de repérer les bonnes pratiques relationnelles et à les partager entre eux. Ça, ils l'ont fait spontanément. Ils l'ont fait spontanément. Avant, ils n'y pensaient pas. Et ce parcours les a fait réfléchir justement sur, tiens, il faut qu'on partage ces bonnes pratiques relationnelles. Il y a eu la mise en place de la minute client. C'est une initiative toute bête. Ce sont des managers qui se sont dit, tiens, en fait, quand on parle d'expérience client, de culture client, de satisfaction client, en fait, on n'en connaît même pas la définition, on ne la partage même pas. Donc, il y a des managers de proximité qui ont fait des petits moments, minutes client, pour dire, bon, l'expérience client, quelle est la définition, les gars? Ils partagent la définition, ils se posent des questions, qu'est-ce que ça impacte? Quelle est notre place sur la chaîne de valeur? Ils ont mis plein de trucs en place là-dessus. Les conseillers RC et les managers de proximité ont pris leur bâton de pèlerin et ont commencé à se balader dans les services. Ils vont aller à la RH, ils vont aller à la DSI, etc. Ils vont se balader, ils vont raconter leur métier. Et ça, ils l'ont mis en place spontanément. Ils n'ont pas eu besoin de nous. C'est ça qui est intéressant. Et là, on a une réaction aussi à la DSI, où la DSI, parce qu'on a des gens de la DSI aussi qui suivent le parcours, qui se sont dit, OK, première réaction au milieu du parcours, c'est tous les managers vont faire de la double écoute. Il faut qu'on se rende compte de la place qu'on a sur la chaîne de valeur dans l'expérience client. Donc voilà, c'est quelques exemples. Mais en tout cas, on a clairement vu des changements de comportement pendant le parcours, à la fin du parcours et après le parcours. Après, revient à nous la responsabilité de l'organisation. Souvenez-vous, il y a l'orientation client individuelle et l'orientation client d'entreprise. Nous, maintenant, est la responsabilité. Maintenant qu'on libère les énergies sur la place du client dans le quotidien, l'organisation doit faire ce qu'on appelle un environnement capacitant, donc donner l'envie et la possibilité à nos collègues de prendre des initiatives envers le client. Daniel en parle souvent, c'est est-ce que quand je prends une initiative pour le client, je me prends une taloche ou est-ce qu'on me félicite? Et nous, c'est notre responsabilité au niveau du siège, au niveau organisationnel maintenant, c'est de créer un environnement client qui permette aux collègues d'activer cette capacité, ses envies, ses initiatives, de mieux servir les clients, parce que qui connaît mieux le client que celui qui a son contact? Donc, qui a la solution? C'est la personne au contact du client. Je m'arrête ici parce que le temps nous est compté. C'est le moment question, j'imagine. Marie-Hermine, je te redonne le flambeau. Et en tout cas, avec Guillaume, nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions, on est là. Merci beaucoup. Aucun stress. Aucun stress, Frédéric. Tu peux très bien. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de questions comme ça. Tu pourras vraiment donner des petits tips et rebondir sur des choses et parler encore plus de ton parcours. Donc, tout va bien. Justement, en parlant des questions, est-ce que tu aurais justement un exemple de question ou de capsule proposée? Mais je pense que ça, c'était par rapport à une... de question ou capsule proposée. Je ne sais pas si par rapport à quel temps, enfin, à quel timing c'était. Alors, c'est la voix, c'est Marie-Louise. Voilà. Du coup, j'en profite et j'atterris. Et bonjour, c'était le point visé sur les rituels quotidiens. Frédéric, tu évoquais le fait que chaque jour,
les collègues notamment se voyaient proposer des questions, des capsules pour les embarquer justement dans cette acculturation client. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets sur quel est le type de questions, quel est le type de capsules, justement pour les engager dans ce temps long à cette culture client? Oui, tout à fait. En fait, on va leur donner des… c'est le COS, hein. Donc c'est Ouais. côté Guillaume, Daniel, etc. Mais on va leur donner des situations, on va leur demander de réfléchir dessus. Par exemple, il y a la situation de la tasse de café dont Guillaume a parlé, où on va dire, tiens, est-ce que… On ne t'entend plus. Je t'entends plus. Ah bon? Ouais, c'est bon, là, maintenant, c'est bon, ça a dû citer. Ah, c'est ma connexion Internet qui est instable, excusez-moi. Et donc, on va leur donner des situations, on va leur demander de réfléchir dessus. Il y a eu l'exemple de la tasse de café, tu sais, où il y a un jour, ils vont avoir l'image de la tasse de café, il va leur être demandé, d'après vous, est-ce que ce serveur était orienté client? Donc, ils vont dire oui, non. Après, on va leur demander, mais explique-nous pourquoi, d'après toi, il l'est ou il ne l'est pas. Et là, ils se posent et ils réfléchissent, ah, il l'est parce que ou il ne l'est pas parce que. Et après, c'est là que tu as l'accompagnement qui est intéressant. C'est qu'après, moi, par exemple, je vais prendre un manager de proximité, je vais dire, tiens, j'ai vu que tu as répondu ça, viens, on en parle. Qu'est-ce qui t'a interrogé, qu'est-ce qui t'a pas interrogé? Parfois, c'est une petite capsule vidéo. Tu sais, il y a une petite capsule vidéo, c'est sur des call centers là, qui avaient été faits par nos amis québécois. Tu les connais bien, Marie? Les têtes à claque. Les têtes à claque. Donc, du coup, ils vont regarder ça. Donc, ça met de l'humour sur la place de la relation client. Et qui dit de l'humour dit de la génération d'émotions. Donc, ils vont se questionner là-dessus. Parce que qu'est-ce qu'ils font ensuite? C'est ce qu'on a vu. Une vidéo avec tous les copains. Ils ont regardé, c'est marrant. Ça vous rappelle rien? Et donc, du coup, comme ça, ils se mettent à parler du client. Tu vois? Après, on va leur poser les mêmes questions qu'ils ont décidé de retranscrire dans leur rituel d'équipe. C'est raconte-moi le meilleur moment que tu as vécu avec un client. Donc, ils le tapent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se posent, qu'ils réfléchissent, qu'ils disent qu'est-ce que c'est un meilleur moment? Qu'est-ce qui fait que c'était un meilleur moment? Donc, tu vois, ils activent des trucs. Parfois, une page blanche. Hein. Mais après, ils nous font des pavés comme ça. Ils expliquent dans le détail. Donc, du coup, cette question est posée. Et c'est ce qui les a poussés ensuite à interroger les collègues avec ces mêmes questions. Ils ont eu cette question dans le Cost in Mind. Vas-y, Guillaume. Quelques éléments structurants supplémentaires pour que tout le monde comprenne bien. Structure, parce que là, il y a besoin de structurer. Là. C'est parce qu'en fait, comme on parle de questions, de petits jeux, de vidéos, on pourrait croire que, allez, on essaye de les sensibiliser. Tout ça renvoie à ce qu'on appelle des stratégies liées à la spécialité d'Olivier pour les faire travailler sur des thématiques bien particulières. Par exemple, on parle d'individuation. L'individuation consiste à apprendre à faire mettre les collaborateurs dans une position où ils vont considérer que les clients sont tous différents. Et que ce qui est bien, c'est quand même d'écouter les clients. Alors, pour les faire travailler sur l'individuation, on leur demande de réfléchir à 2 clients qu'ils ont traités de la même manière. Et face à ces 2 clients, maintenant qu'ils ont décrit la façon dont ils les traitent de la même manière, se dire, mais en fait, en réalité, réfléchissez bien, est-ce que c'était exactement les mêmes problèmes? Est-ce que c'était les mêmes attentes? Est-ce que c'était les mêmes clients? Sinon, qu'est-ce que vous feriez maintenant de différent face à votre process pour les traiter de façon différente? Cet exercice-là de réflexion nous amène à gérer le sujet de l'individuation. Il y a d'autres stratégies qui sont par exemple les émotions positives. Les émotions positives sont des stratégies utiles pour faire évoluer le système 1. Et donc, l'histoire de la vidéo amusante, par exemple, va chercher dans les émotions positives. Donc, il y a une série de stratégies liées à la recherche qu'on met en œuvre pour faire justement ces petits exercices, ces petites vidéos, ces pratiques quotidiennes et rituelles. On a une question assez intéressante de Mélissa par rapport, justement, Frédéric, par rapport à ton retour d'expérience. Est-ce que ce n'était pas difficile ou délicat au démarrage de proposer l'approche COS à des collaborateurs parce qu'ils peuvent le percevoir comme on va me tester? Alors, là, je vais reprendre ma casquette RH. On a profité de la création de ce parcours pour l'intégrer dans le cadre d'une négociation avec les partenaires sociaux. Donc, nous avons signé un accord valorisation des métiers de la relation client, signé à l'unanimité par nos partenaires sociaux, où on a intégré ce parcours. Ce qui fait que quand on a présenté ce parcours, il était présenté effectivement par la RH, par le management et par les partenaires sociaux. Donc, ça veut dire qu'on avait un discours déjà unique et orienté en leur disant « Les gars, ce parcours, c'est chouette, vous allez avoir un certificat à la fin. » Et ça, Mélissa, ça joue beaucoup. Parce que proposer une certification d'école de management à des conseillers relations clients, c'est rare, voire inexistant.
Donc, finalement, tu as l'envie des collègues de s'embarquer dans le parcours, parce qu'il y a aussi une carotte à la fin, il y a la reconnaissance derrière. Donc, ça a joué. Après, effectivement, il y a eu une grande... il y a un moment, on a filé le discours et des éléments de langage au management de proximité et puis aux directeurs en leur disant, justement, ce n'est pas un test. Enfin, c'est pas un, comment dire, vous n'allez pas être évalué sur votre orientation client. On le vend comme un outil d'auto-positionnement, comme on dit en formation. C'est-à-dire on leur dit, c'est tu passes le cost individual, les résultats ne regardent que toi. Ton manager ne les voit pas, ton RH ne les voit pas. C'est la personne qui t'accompagne les 6 semaines qui voit tes résultats pour pouvoir en parler avec toi. Et en plus, les résultats sont diffusés tout au long du cost in mind. Donc, le fait de leur dire qu'ils ne soient pas évalués dessus, que le management ne voit pas le résultat, que son RH de proximité ne voit pas le résultat, que les résultats ne regardent que lui, parce que ça va lui permettre de savoir où il en est. Et puis, ça les rassure déjà beaucoup. Et en plus, ils se projettent beaucoup. Vous savez, c'est comme les questionnaires Enfin, excuse-moi, Guillaume et Daniel, ils vont me tuer. Mais en termes utilisateurs, vas-y. C'est un peu comme quand tu passes un test de personnalité dans ton magazine sur la plage. C'est que les gens aiment bien ça. Ils aiment bien passer des outils et des tests pour avoir un résultat, une image, un miroir d'eux-mêmes, à condition qu'ils ne soient pas jugés dessus. Et si tu ne mets pas le manager, le RH dessus, ils se sentent en sécurité. Donc, ils y vont. Ils y vont. Ok, c'était super clair pour Mélissa. Donc, un grand merci, Frédéric. On a aussi une question. Si les initiatives doivent être communes à l'entreprise ou est-ce que c'est au sein d'un même service? Alors, là, on a... Est-ce que je ne vous ai pas tout dit? Vous imaginez bien. Il y a deux choses. Les managers et les référents, en plus de faire le cost in mind, cost individual et puis les cours, etc., ils doivent porter des projets. Ces projets-là, et lancer des expérimentations au plus près du terrain. Ces expérimentations, on les regarde ensuite avec le métier, puis l'innovation et puis l'expérience client, et on regarde ce qu'on continue à tester et ce qu'on déploie. Après, on fait du go-no-go. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les initiatives plus locales, on les laisse faire. On les laisse faire et après, on les laisse diffuser. Et nous, ce qu'on va faire, la responsabilité qu'on a maintenant, c'est d'identifier celles qui cartonnent bien et de les mettre en avant. Par exemple, ce que je suis en train de faire là actuellement avec l'équipe, c'est qu'on fait des petites interviews avec les collègues qui ont lancé des initiatives et on va leur demander de raconter ce qu'ils ont testé. Et on va le diffuser auprès de l'organisation en disant, voilà, Marie-Louis a testé ceci. Marie-Louis, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'a aidé à quoi? Qu'est-ce que tu as fait précisément? On fait une capsule, oui, pour ceux que j'ai vu la capsule dans l'espace. On fait une courte vidéo. On fait un shot de 3 minutes où Marie-Louis va expliquer son initiative et puis on va le diffuser auprès de l'organisation. Et après, libre choix à ceux qui ont envie de reproduire ou pas. Là, on fonctionne sur la confiance. Et la confiance est un terme très important dans notre organisation, un principe important. Merci beaucoup, Frédéric. On a aussi une question d'Odile par rapport à comment appréhender le COS pour mieux faire le lit du système dans la tête du Big Boss. Et ça rime en plus. Odile. J'y suis allé à 3 étages avec l'équipe. Avant de lancer tout le programme, on a fait passer le COS. On a parlé, excusez-moi, du sujet au COMEX. Donc Daniel Ray, silencieusement présent, a fait une belle présentation auprès du COMEX pour parler de client et d'expérience profit chain, etc. Ensuite, on a fait une intervention auprès du top 50, on va dire, qu'on appelle le comité de transformation chez nous, qui eux-mêmes ont eu la possibilité de passer le cost individual, et il y en a qui l'ont passé, ils ont eu leur débrief, notamment des membres du COMEX qui ont passé le cost individual et ont eu leur débrief. Et après, on a repassé une couche auprès de ce qu'on appelle le top 300. Donc, on l'a fait en même temps, c'est-à-dire que les conseillers relations clients sont passés dans le parcours et on a tapé à tous les étages, en fait. Ce qui fait qu'on a embarqué, on a tout fait en même temps. L'entreprise est un système de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas faire un truc isolé dans un coin. Il faut préparer les rebonds. Donc, on a fait tout le bloc. C'est comme ça qu'on y allait. Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe COS, c'est qu'ils arrivent avec toute la recherche et les résultats qu'ils ont sur notamment la rentabilité et le lien, c'est ce que Guillaume, c'était le dernier exemple de Guillaume, le lien entre l'orientation client et la rentabilité. Et quand vous avez un chercheur ou un professionnel qui arrive, enfin un expert sur le sujet, pardon, qui arrive au COMEX et qui démontre par A plus B que l'orientation client augmente la rentabilité de l'entreprise avec des chiffres pertinents et qui dit ensuite, nous, on peut mesurer l'orientation. Alors justement, Frédéric, je rebondis vraiment sur ce point-là parce que c'est une autre question de Frédéric, d'un autre Frédéric. Quels sont les résultats sur les indicateurs de qualité comme les NPS ou les autres?
Si vous On pouvez, regarde. si tu peux. On est en train de regarder. Je ne vais pas encore dévoiler parce que je n'ai pas encore dévoilé au-dessus de moi, mais on fait un miroir, c'est-à-dire qu'on regarde, le COS individuel, son évolution, et on regarde aussi la CSAT à chaud. Je peux déjà vous faire un retour qui a carrément un impact sur la CSAT à chaud. Ok. Sur les endroits où, de toute façon, ils ont mené des initiatives, donc ça impacte forcément les comportements, les attitudes envers les clients. Si vous demandez aux gens de réfléchir à ce que tu as écrit ou ce que tu as dit, ça t'aurait fait quoi qu'on me parle comme ça, qui dit, j'aurais pas aimé qu'on me parle comme ça, je peux pas parler comme ça, dès le lendemain, ils parlent différemment. Donc effectivement, sur la CSAT à chaud, ça a déjà bougé. Ok. Super. Et est-ce que, une autre question de Diane, c'est ces approches ont-elles été évaluées au regard de l'ancienneté sur le poste? Y a-t-il un degré d'imperméabilité lié à l'ancienneté ou à l'usure des postes réclamation? J'ai pas vu mais je vais faire un point, ça fait partie. Je vais faire un retour d'expérience, Yann, à la fin de l'année, et je regarderai les différences en fonction de l'âge, de l'ancienneté, etc. Mais suivant moi-même beaucoup de personnes individuellement, j'ai pas vu trop de différences. J'ai vu des différences à l'entrée du parcours, où tu as les anciens qui vont dire, ça commence par encore une formation. Donc, tu leur dis non, mais c'est pas comme d'habitude, on change de modèle, etc. De toute façon, moi, le client, je le connais par cœur, son client. Non, mais tu vas avoir une nouvelle vision, etc. Et quand il rentre dans le parcours, bien souvent, il revient en disant, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est génial parce que je vois des choses qu'avant, que je ne voyais plus. Donc, finalement, j'embarque des populations, qu'elles soient seniors ou pas. Jusqu'ici, hein. Jusqu'ici. Je ferai un bilan à la fin de l'année. Je pourrais vous le partager si vous voulez. Mais je n'ai pas de résistance liée à la seniorité ou les vétérans. Enfin, tout le monde y va. Super. Il y a une autre question d'Éric par rapport à quelle évaluation marquante évaluation marquante a eu lieu sur le résultat COS au bout de 6 semaines, augmentation du système 1, 2, et lequel a le plus évolué si tu as Alors, oui, bah, je suis ça au millimètre, vous imaginez bien. Et j'embête Daniel régulièrement, d'ailleurs, Daniel qui m'entend, à jour. Évolution, pas évaluation. Évolution, ouais. Si, ça bouge beaucoup. On a eu des résultats avec Guillaume sur les premières cohortes scotchant. Vraiment scotchant. Je ne vais pas cramer le sujet auprès de nos amis chercheurs du COS, mais on a le S1 qui a bougé, le S2 qui a bougé. Après, tu en avais qui étaient déjà au maximum, parce qu'on a quand même des gens, les gens, c'est leur métier. Hein. Donc, on a des gens qui étaient au maximum et qui sont du coup restés au maximum, mais ceux qui ne l'étaient pas ont clairement bougé en très, très, très grande majorité. C'est assez bluffant. Il y a aussi, est-ce que vous avez fait le lien avec le baromètre d'engagement de l'entreprise par hasard? Pas encore, parce qu'on ne l'a pas encore lancé. On ne l'a pas encore lancé parce qu'on a lancé ce programme depuis janvier, là. Et le baromètre, généralement, arrive plus au deuxième semestre. On est en train de réfléchir justement à cette mise en miroir entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Okay. Frédéric nous demande quels sont les freins et les facteurs clés de succès et de la démarche, pardon. Déjà que vous soyez au clair sur la culture de votre boîte, parce que vous allez avoir une approche différente en fonction de votre boîte. Regardez déjà la culture de votre boîte. Si vous avez une boîte avec une culture du chef et une aversion au risque, ce qui est le cas majoritairement des banques assurances, par exemple, faut taper à tous les niveaux en même temps. C'est-à-dire que si vous lancez le truc sans avoir au moins un sponsor dans le COMEX, je pense que vous allez galérer beaucoup. D'autant plus que les indicateurs de performance viennent d'en haut. Donc, la place dans les parts variables viennent d'en haut. Je vais vous donner un exemple. Dans l'accord dont je vous ai parlé, qu'on appelait valorisation des métiers et des relations clients, on a fait sauter la DMT des objectifs des conseillers relations clients du management de proximité. Il n'y a plus de durée moyenne de traitement. Je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas les patrons qui étaient embarqués pour tester le truc. Après, on fait un accord expérimental sur un an. Dans un an, on va faire un bilan, on va voir ce que ça a fait de faire sauter la DMT. Là. Ça, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, du coup, on a remplacé la DMT que par des indicateurs de qualité. Donc, il faut embarquer votre direction générale en fonction de votre culture d'entreprise. Est-ce que vous êtes centralisé, est-ce que vous êtes décentralisé, etc. L'autre sujet, c'est qu'il faut embarquer les RH. Et il faut faire en sorte que vos RH aient un pied côté RH et un pied côté client. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent sortir de la caverne et aller faire coucou aux autres parce que c'est un projet d'entreprise.
Et là, je ne vais pas revenir sur la chaîne de valeur, sur l'expérience profit chain, où chacun a une place sur la rentabilité et la valeur client. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il va falloir embarquer les collaborateurs. En fonction de votre entreprise, ils ont une ancienneté plus ou moins élevée. Les grosses structures françaises, généralement, vous avez une ancienneté plutôt élevée, une seniorité plutôt élevée. Donc, comment embarquer les collègues dans un nouveau parcours, dans un nouveau programme, alors qu'ils en sont à leur 267e formation, où généralement, ils vont à reculons, donc il faut les convaincre et leur proposer quelque chose de différent. Et ça, c'est important. Et je pense que le fait qu'on ait proposé quelque chose de différent a beaucoup facilité le sujet. Là où il y a eu frein, frein, c'était ça. Le frein, c'était de leur dire lutter contre la phrase « encore une formation, de toute façon, ça ne va rien changer ». Ce qu'on nous demande souvent, et le COMEX là-dedans. Et c'est pour ça qu'on leur dit, mais le COMEX, c'est le top 50, ont suivi le truc. Ils sont dedans, en fait. Donc là, ils vous regardent comme ça. Ah bon, ils ont suivi, ils ont une intervention là-dessus, oui, ils ont une intervention, etc. Donc ça joue beaucoup dans les boîtes avec une culture du chef qui est quand même importante, parce qu'il y a plein de boîtes françaises. Et là où c'est difficile, en toute transparence, c'est que c'est 6 semaines. Donc, il faut garder un rythme d'exercice quotidien sur 6 semaines sur des conseillers relations clients et des managers de proximité. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'eux, ils ritualisent ça dans leur quotidien et il faut qu'ils se planquent à un endroit pour qu'ils puissent bosser et réfléchir tranquillement. Généralement, sur les 3 premières semaines, ils le font. À partir de la 4e semaine, ils peuvent avoir plus de mal à trouver du temps pour le faire parce qu'ils sont rattrapés par le quotidien, etc. etc. On n'a pas l'habitude de faire un questionnement quotidien sur nous-mêmes. Et c'est là l'importance et la place de l'animation des communautés et des animateurs. C'est pour ça que vous ne pouvez pas juste déployer le parcours de 6 semaines en disant c'est parti, YOLO, les gars vont le faire. Il faut que vous ayez des gens qui soient là pour accompagner les collègues. Quand vous voyez que ça n'avance pas, d'avoir un temps avec lui ou elle en disant qu'est-ce qui fait que ça a avancé, pas avancé, en quoi je peux t'aider pour que tu puisses t'organiser là-dessus. Et donc, on voit la place que l'organisation a pour libérer du temps aux collègues pour qu'ils puissent faire leur exercice quotidien. C'est facile à dire sur papier, sur le quotidien, vous le savez aussi bien que moi que ça peut être compliqué, parce que parfois, il y a des périodes de rush, parfois, il y a des soucis techniques, des soucis d'outils où tout le monde doit cravacher. À ce moment-là, les 10 minutes d'exercice, on va vous dire, c'est peut-être pas la priorité. Si, il faut garder le rythme. Donc, garder le rythme est un vrai défi. On voit l'importance de l'énergie que vous allez mettre là-dedans. Même si, Frédéric, en réalité, ça leur prend 5, maximum 10 minutes par jour. Oui, mais après, c'est ton quotidien, tu sais. On peut être très étonné. Si tu as ton chef qui frappe à ta porte dès le matin en disant Guillaume, là, tu prends le téléphone, tu es en train de faire ton exercice. Dans une boîte où tu as une culture du chef, tu vas écouter le chef. Donc, tu vois la place de la direction et du management intermédiaire et des ressources humaines pour faire en sorte que ces temps soient sanctuarisés. Nous, on a réussi jusqu'à aujourd'hui, mais ça demande énormément d'énergie et de temps. Après, les résultats sont là, donc tout le monde est content. Je vois qu'il y a des intéressés, donc ce que je propose, c'est que quand Eva, je vous enverrai la synthèse et les supports de présentation, je mettrai une petite... peut-être Guillaume, tu pourras me donner un petit document pour présenter le COS. Et Odile aussi me demande, est-ce que vous avez d'autres éléments pour vendre l'idée au COMEX et au CODIR? En fait, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Le lien entre orientation client et rentabilité, c'est QFD. Super, c'est traité, merci. Donc, de toute façon, il parle en chiffres. Vous savez, je vais faire un petit parallèle. Je me permets une mini digression. À une époque, je travaillais sur l'absentéisme dans d'autres boîtes où j'ai vécu. Et pour faire prendre conscience de l'absentéisme, c'est que j'avais corrélé l'absentéisme au coût de l'absentéisme, en fait. Et ensuite, je leur avais démontré qu'en réduisant l'absentéisme de 50%, on pouvait réduire de temps de coût annuel et qu'on avait la main sur 80% de ces 50% au niveau de l'entreprise. Donc, en disant, libérez-moi tant de budget, le ROI sera de temps. Dès que vous leur parlez de chiffres, ils écoutent. Ça, il n'y a pas de sujet. Et rajouter aux chiffres, et là, je mets mon ancienne casquette, des témoignages. Quand vous avez des clients qui disent waouh, j'ai eu un verbatim là hier d'un client qui dit vous avez réglé en une journée ce qui d'habitude prend 3 mois, merci beaucoup. Qu'en parallèle, vous avez des témoignages de collègues qui disent déjà un certificat, un programme certifiant, merci, c'est de la reconnaissance. Maintenant, je comprends mon rôle dans l'entreprise. Donc, vous accompagnez vos chiffres avec des témoignages de gens qui disent waouh, c'est chouette. 3e point. Si vous pouvez expérimenter sur une petite population. Vous savez, c'est quand vous voulez faire de la transformation culturelle ou de la réorganisation, de la transformation d'organisation, il faut toujours chercher l'endroit où vous avez des copains. Vous demandez aux copains s'ils veulent bien essayer. Vos copains, ils essaient. Vous arrivez avec vos résultats sur le petit secteur et puis vous allez présenter les résultats.
Il y a une question de Eric sur est-ce que c'est un parcours type Malakoff ou un prestat externe. Le prestat, en l'occurrence, Eric, c'est nous. Mais pour être plus précis, souvent on nous dit, mais est-ce qu'on peut faire un parcours qui nous est dédié? Évidemment qu'on peut le faire, sauf que ce serait beaucoup trop long. Et tout a été pensé pour que chaque exercice euh, parle à n'importe quel collaborateur. Parce que de toute façon, face à un exercice donné, une vidéo sur laquelle il va réagir, on lui demande de réagir par rapport à son quotidien à lui. Donc, quelque part, il va toujours penser à sa position dans l'entreprise, quels que soient les exercices qu'on met en œuvre. Donc, c'est un parcours qui est, type, adapté à toutes les entreprises. Ça ne nous empêche pas, pour certains secteurs, en B2B par exemple, ou dans des secteurs qui peuvent être par exemple les secteurs publics, et ben, de devoir changer, pas tant les exercices, mais l'approche, le wording par exemple sur la plateforme. Et ça évoque aussi une autre question que j'ai vue. Est-ce que c'est universel à la culture française, universel ou spécifique à la culture française? Écoutez, on est en train de le travailler en Italie, en Espagne, on l'a fait au Japon. On n'a pas suffisamment de retour d'expérience pour être sûr que ça fonctionne aussi bien qu'en France et on le saura d'ici la fin de l'année probablement. Normalement, ça devrait le faire. J'ai une autre question par rapport, est-ce que vous pensez intégrer l'outil, enfin plutôt des questionnements à l'embauche? Oui, oui, j'en ai parlé rapidement sur le cost recrutement. Aujourd'hui, on a des clients à qui on ouvre un accès à notre plateforme et qui peuvent eux-mêmes organiser des tests auprès des candidats. Donc, je reçois 10 candidats. Il y en a 2 ou 3 qui m'intéressent énormément par leurs compétences. Je voudrais connaître leur attitude client. Et ben, je leur envoie le test et j'ai le résultat immédiatement à travers leur système 1, leur système 2, puis d'autres indicateurs, l'ambivalence, etc. On pourra en parler. Et ça permet effectivement de faire moins d'erreurs et donc d'avoir moins de turnover ou de chances de se tromper, quoi. Donc aujourd'hui, il y a 3-4 entreprises en France qui utilisent ce test de recrutement qui a été lancé il y a un mois. Ok. On a peut-être une dernière question par rapport, et même une demande euh, un retour d'expérience, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est une formation culture client. La personne a une formation culture client au centre, au centre sur mesure pour notre entreprise sur 2 jours destinés à tous les collaborateurs. Elle confère des outils à chacun pour évoluer vers le système 2. Outre une évaluation à chaud puis à froid pour savoir si les outils sont utilisés et testés à la satisfaction 3 mois plus tard, je n'ai pas trouvé d'indicateur pour évaluer l'évolution véritable des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez l'orienter? Tu as plusieurs choix. Il y a plusieurs choix. Nous, on a pris le choix d'utiliser l'outil du COS qui permet de mesurer le système 1, système 2. Et c'est parfait pour nous parce que voilà, ça nous permet de voir le résultat. Après, je ne connais personnellement pas d'outils autres qui permettent de mesurer le système 1, pardon. Parce que le système 2, Guillaume l'a dit, ce sont des questions, on répond aux questions, on y réfléchit, etc. etc. Et encore, le COS est beaucoup plus précis que ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Système 1, je n'ai pas d'autres outils. Donc après, si vous n'avez pas l'outil COS, vous allez le voir sur la CSAT et le NPS et les verbatim clients. Si ça a bougé, vous avez, à mon sens, pas d'autre choix. Après, vous pouvez peut-être mesurer si vous avez l'envie, vous prend et vous avez le temps, le nombre de rituels qui sont organisés, enfin le nombre d'initiatives et de pratiques qui sont faites, mais là, vous n'avez que sur du déclaratif. Après, un autre sujet, mais après, pour corréler tout ça, franchement, bon courage si vous faites ça à la mano. Parce qu'un autre chiffre qui avait été partagé par l'équipe COS, c'était aussi le lien entre l'orientation client et l'engagement des collègues. Sujet qu'on a eu nous aussi, à notre dernier baromètre avant, ce qu'on avait remarqué, c'est que les collègues au contact des clients avaient 10 points d'engagement de plus que les autres dans l'entreprise. Donc, on voit aussi, nous, on avait déjà vu avant cette corrélation entre orientation client et engagement. On peut après regarder les indicateurs RH. Mais moi, je n'ai pas trouvé d'autres outils pour mesurer le S1, S2 aussi précisément. Et outils S1, je n'en ai jamais vu, personnellement. Comment mesure-t-on les aptitudes système 1 et système 2?
En système 2, c'est assez facile. Enfin, il existe des batteries de questions publiées dans la recherche académique. Il suffit de poser des questions et les collaborateurs se positionnent. Si ça vous intéresse, eh ben, on pourra vous en parler. Le système 1, c'est beaucoup plus complexe. On n'a pas le temps aujourd'hui de vous montrer la méthodo précisément. Mais si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Harvard, le Harvard Implicit Project, parce que ce sont des mesures implicites que nous avons importées dans le monde de la culture client. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous-même vous tester sur le Harvard Implicit Project pour savoir si vous êtes pro-Biden ou pro-Trump, par exemple. C'est super intéressant et vous verrez quelle est la méthode utilisée donc, par les chercheurs d'Harvard, que nous avons évidemment, grâce à Olivier, pu exploiter et intégrer dans notre système à nous, pour comprendre qu'est-ce qui est mis en œuvre en termes de mesures implicites pour aller chercher ce qui est dans vos automatismes, au-delà de ce que vous pouvez raisonner et contrôler dans vos réponses. Juste peut-être, Marianne, je vais te faire une question qui, à côté desquelles on est peut-être passé, c'est peut-on sous-traiter le test pour envoyer des collaborateurs se tester pour les prochains recrutements? On est d'accord que Guillaume, c'est vous qui passez les tests, c'est bien auprès du COS Oui. Soit nous, on envoie les tests, soit l'entreprise a un accès plateforme et elle génère elle-même ses liens pour faire les tests. Il y a aussi, quelle est la proportion de personnes système 1 vs système 2 dans la vie? Alors, les stats qu'on a aujourd'hui, on a auprès des métiers plutôt au contact du client, une personne sur deux qui a un bon niveau de système 1. 25% des collaborateurs qui sont à un très mauvais niveau de système 1. Puis les autres entre les deux. Donc, ayez ça en tête. Une personne sur deux aujourd'hui est plutôt orientée système 1, plutôt orientée système 2. En général, ça va avec. Pas tout le temps, des fois il y a des collaborateurs et c'est à peu près 15% des personnes qu'on a pu tester, qui c'est déjà aujourd'hui plusieurs centaines, qui sont, pour ceux qui sont dans l'incohérence, qui sont très système 2, je suis convaincu, mais pas système 1, c'est en fait pas en fond de moi. Donc ça, c'est des personnes qui ont des problèmes à résoudre, parce que ça ne va pas être facile à vivre tous les jours. Mais la plupart sont quand même système 1. Donc, ce qui est intéressant, quand on voit une équipe très système 1 et très système 2, c'est des personnes qui vont quitter l'entreprise si l'entreprise elle-même n'est pas orientée client. Donc, on commence à déceler là des futurs problèmes de turnover auprès des collaborateurs qui sont parfaitement engagés clients, et on sait le mesurer, qui ne se sentent pas bien dans leur entreprise, qui ne leur donnent pas, en gros, la confiance et les moyens pour exercer ce qu'ils ont au fond de quoi.